Notre invitée du jour, c'est vous, Carole Gomez. Bonjour, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, chargée des questions liées à l'impact du sport sur les relations internationales. Merci d'être à nos côtés. Peut-être un mot déjà de la décision américaine dans un premier temps. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui les motive? Alors effectivement, c'est une décision qui ne surprend pas grand monde puisque ça faisait déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années que c'était un peu une menace qui était brandie par les Américains pour sanctionner ces grands événements sportifs internationaux à Pékin. Ce qui étonne un peu plus, c'est la rapidité avec laquelle cette situation s'est décantée. Je vous l'ai dit, en février dernier, il y avait déjà une mobilisation de la part d'anciens responsables politiques américains. On peut penser à Mitt Romney, on peut aussi penser à une prise de position de Nancy Pelosi en juillet 2021. Et là, les choses se sont un peu emballées, notamment au regard de la situation avec Peng Shuai, même si, et c'est assez intéressant de le noter, et vous l'avez dit, dans le communiqué expliquant la décision de boycott diplomatique des États-Unis. La mention est faite de génocide contre les Ouïghours dans la région du Sichuan, mais à aucun moment n'a été mentionnée la situation avec Peng Shuai, même si on peut légitimement penser que ça a été un élément déclencheur dans cette prise de décision. Voilà, c'est le dossier qui fait effectivement vivement réagir en ce moment la communauté internationale. Le sort de cette ex-championne de tennis qui est réapparue à 2 reprises dans les entretiens filmés par visioconférence avec des membres du CIO, mais dont on soupçonne de ne pas être totalement libre. Ça pourrait donc expliquer la décision américaine aujourd'hui, qui pourrait ne pas être la seule. L'enjeu, c'est que d'autres États emboîtent le pas et on a évidemment pas manqué la réaction française ce matin. L'Élysée qui dit prendre note et acte de la décision américaine et qui réfléchit à une réponse coordonnée avec les Européens. Là, ça aurait un tout autre impact. Oui, complètement, puisque en matière de sanctions, il faut systématiquement avoir en tête 2 éléments. D'une part, quels sont les objectifs qui sont pris quand on décide une sanction, et là on pourra y revenir si vous le souhaitez sur cette décision américaine. Et d'autre part, ce qui est vraiment important, c'est le fait d'être suivi. Si vous vous retrouvez seul à prendre une sanction, aussi symbolique soit-elle, vous allez vous retrouver en fait isolé, alors même que c'est vous qui souhaitiez attirer l'attention, pointer du doigt, ostraciser une partie ou un État en particulier. Là, si les États-Unis ont pris cette décision hier, il va être très intéressant et très important de suivre les différentes déclarations des chancelleries dans le monde, notamment au sein de l'Union européenne, puisqu'on a vu qu'il y avait cette décision qui allait intervenir, mais plus largement à l'échelle mondiale, pour savoir si il y allait avoir 5, 10, 20, 30 pays qui allaient suivre la même logique, ou au contraire qu'il y allait avoir des voix discordantes ou d'autres types de réactions face à cette situation-là. Donc là, il y a un vrai enjeu pas tant de crédibilité, mais d'impact que peut avoir cette décision qui, on le rappelle, est symbolique, forte, mais qui reste tout de même moindre qu'un boycott politique, qu'un boycott sportif ou qu'un boycott économique qui avait été, au cours des derniers mois, envisagé par l'administration américaine. Et justement, au moment où vous exprimez, ce sont les Britanniques qui prennent la parole et qui commentent le sujet. Et Londres n'a pas pris de décision pour le moment sur sa position vis-à-vis des Jeux Olympiques. On voit bien quand même qu'il y a une certaine hésitation à prendre position dans ce dossier, comme dans les autres, dans celui de Peng Shuai, là aussi. Oui, tout à fait. Et pour le coup, ça va être un peu, pardonnez-moi pour l'expression, mais ça va être un peu, les choses vont pouvoir un peu se décanter quand il y a quelqu'un qui va tirer en premier et qui va pouvoir prendre le pas des États-Unis, avec un certain nombre de choses qui pourront suivre par ailleurs. Et puis, ce qui est surtout, évidemment, au-delà du fait que l'on s'adresse à la Chine, et donc ça n'est pas un adversaire comme les autres, ou un interlocuteur plutôt comme les autres, où il faut avoir en tête tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Il y a aussi la question des différentes prises de position de la Chine suite à la décision américaine, qui considérait que c'était intolérable d'utiliser, d'instrumentaliser ainsi les Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui a promis à Washington un certain nombre de contre-sanctions qui allaient venir toucher le pays. Et donc, à ce titre, on peut aussi comprendre qu'un certain nombre
d'État, bien qu'il soit lié aux États-Unis, puisse prendre le temps de la réflexion, peser le pour, le contre, voir quelle pourrait être la manière d'avancer ces pions de la façon la plus stratégique possible. Au-delà de ces postures, justement, on voit bien la guerre des mots dans laquelle on s'est lancé aujourd'hui, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut changer? On a vu la réaction chinoise, certes assez remontée, les Chinois en colère, mais on n'a pas l'impression que que ça les effraie vraiment. Non, puisque pour l'instant, là encore, les États-Unis ont pris cette décision. Alors évidemment, les États-Unis sont un acteur considérable des relations internationales, mais ce qui va vraiment être important, c'est de voir comment est-ce que les autres vont suivre. Si là encore, il y a une dizaine, cinquantaine de pays qui prennent le pas de cette décision américaine, ça va être quelque chose qui va marquer. Si au contraire, ça reste plus anecdotique, ça va être quelque chose qui va être perçu comme un camouflé par Washington et comme une victoire par Pékin. Et là encore, rappelons que pour Pékin, et ça a été d'ailleurs mentionné dans le communiqué du CIO, ce qui est véritablement important, c'est pas tant la présence d'officiels ou de diplomates lors de ces Jeux olympiques et paralympiques. Ce qui va vraiment être important, c'est le fait que ces Jeux se tiennent, parce qu'ils sont les premiers, ce que Pékin appelait les premiers de l'ère post-Covid, et aussi parce qu'ils représentent un enjeu fort pour Pékin, puisque Pékin deviendra la première ville à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'été et d'hiver, et ce d'autant plus dans une période de temps relativement restreinte, puisque les derniers avaient eu lieu en 2008. Donc il y a un vrai enjeu pour Pékin de tenir ces Jeux, et que derrière les compétitions puissent se tenir. Le fait qu'il y ait quelques diplomates ou quelques chefs d'État en moins n'est au final qu'un caillou dans la chaussure, mais ne va pas entraver le bon déroulé de cette compétition. Anecdotique, on l'aura bien compris, puisque ces Jeux et des gros événements sportifs comme celui-là, on l'aura bien compris, demeurent de véritables vitrines politiques, diplomatiques. Le sport a un prétexte pour faire passer des messages, on le voit bien encore aujourd'hui. Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose, au final, quand on se penche sur l'histoire du sport, on voit qu'à quel point chaque édition de Coupe du monde masculine, ou même de football, ou même désormais féminine, de rugby, de handball, de Jeux olympiques et paralympiques, sont des prétextes pour des oppositions, des réconciliations politiques. Et c'est qu'en fait, tout simplement, c'est une vraie illustration de ce qu'est le soft power et comment, par le biais de ces compétitions sportives, on peut avoir une compétition pacifique, en théorie, entre les différents acteurs étatiques, et aussi qui permettent, par ailleurs, ça c'est la face un peu sombre de la pièce, mais qui peuvent aussi permettre un certain nombre d'avancées, peut-être pas de réconciliation, mais de pas en avant entre différents États. Et ça, on peut avoir en tête les Jeux olympiques et paralympiques en Corée du Sud de 2018, qui avaient permis un petit rapprochement entre les deux pays de la péninsule. Alors, en prenant une telle décision, Washington finalement s'expose, prend le risque de voir ses alliés ne pas suivre. Ça pourrait être compliqué pour l'administration Biden demain, si des États comme la France, on pense aussi au Canada ou à l'Australie, décidaient de ne pas suivre. Alors, deux choses qui me semblent importantes de souligner. Le premier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la question des sanctions doivent systématiquement être vues à l'orée des différents objectifs. Et à ce titre, on pourrait les diviser en deux parties, les objectifs de politique interne et les objectifs de politique externe. Les objectifs de politique interne, c'est une façon aussi, cette décision pour Joe Biden, de montrer qu'il est actif sur le sujet. Et donc, c'est un message qui est directement envoyé à ses populations, à sa société civile, à ses électeurs, mais également aux membres de son parti. Donc à ce titre-là, je pense que c'est plutôt, dans tous les cas, réussi. Après, sur le volet international, clairement, il va y avoir un certain nombre de réflexions aujourd'hui et peut-être pas une inquiétude, mais une attente de la part des États-Unis de savoir quels vont être les États qui vont prendre la suite. Vous avez cité à juste titre le Canada, le Royaume-Uni qui va aussi être un acteur important, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui vont se positionner. On pense aussi au Japon, par exemple, qui va pouvoir se positionner sur le sujet. Mais là où ça me semble intéressant, ça va être sur le sujet européen, avec ce communiqué de Paris ce matin qui était tout à fait parfaitement diplomatique et qui prenait le temps de prendre le temps de la décision. Merci beaucoup, Carole Gomez. Merci pour votre analyse de la situation.